Écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette première table ronde. Donc, la table ronde portera sur le marché de la tech dans la région lyonnaise. Donc, on va essayer de faire un petit état des lieux sur le secteur de la tech, le marché de la tech en fait dans la région lyonnaise tout simplement. Donc moi je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Alexis, donc chef de projet chez Techit.io. Techit.io, qu'est-ce que c'est? Donc, on organise des événements un petit peu partout en France, mais on n'organise pas que des événements, on a aussi une plateforme digitale. Donc, je ne sais pas si vous avez eu un petit peu l'occasion d'y jeter un œil, mais donc c'est une plateforme digitale où vous pouvez trouver des offres d'emploi, des actualités sur le secteur de la tech, tous les événements qu'on organise partout en France, mais aussi à l'international. On est présent à Bruxelles et au Luxembourg. Donc voilà, il y a vraiment ce côté événement et ce côté digital sur Techit. Et donc pour parler du marché de la tech à Lyon, moi qui ne suis pas du tout un expert du sujet, je vais avoir trois intervenants qui vont m'accompagner, qui vont m'aider pour parler du sujet, que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Mathieu Léry, je suis directeur technique de Pix. Pix, c'est une société de conseil informatique en France. On a 3 agences sur Metz, sur Lyon et sur Grand Est. Et du coup, ça va être chef de projet aux UX, en passant par les différents types de dev, les architectes, les data, du DevOps, voilà. Et ce sera tout pour moi, je pense. Et c'est beaucoup. Bonjour, donc moi c'est Hugo Siège, je suis CTO chez Malte, je suis également un des cofondateurs. Donc Malte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme marketplace pour les entreprises, on va permettre de trouver des freelances. C'est une boîte qui aujourd'hui, on n'est pas que sur Lyon, mais on est présent sur une grande partie de la France. En fait, on bosse beaucoup avec des personnes en remote et on est également présent dans d'autres pays européens. Donc Malte aujourd'hui c'est 8 pays officiellement lancés en Europe et au Moyen-Orient. Et c'est 600 personnes qui bossent là-dessus. Ici, il y a une grande partie technologique justement. Et voilà. Merci. Pour ma part, donc, je m'appelle Mickaël Bruna, donc je vais avoir 2 casquettes. Je suis cofondateur de Lead Consulting, donc on est un peu comme Pix, une ESN, plus spécialisée en revanche. On est vraiment sur la partie développement Java et Angular, et on est basé que à Lyon. Et j'ai une deuxième casquette, je suis aussi un des responsables côté Lyon de SOS Freelance, donc on fait aussi un peu le même métier que Malte. On fait travailler des freelances sur toute la région. On est aussi basé à Lille et à Paris, mais majoritairement, nous, on est vraiment basé que sur Lyon, Grenoble, Aix, Saint-Étienne et toute cette région-là. Merci à vous pour cette présentation. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu le format, donc il y aura 1 heure de discussion, en sachant qu'il y aura une autre table ronde derrière sur l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions au cours de la table ronde, il ne faut vraiment pas hésiter. Je viendrai avec vous pour vous tendre le micro et comme ça, vous posez la question, je vais la répéter. Pour le micro, c'est mieux pour la vidéo. Et comme ça permet aussi de participer avec nous à cette table ronde. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, en premier lieu, le sujet que j'aurais aimé aborder sur ce sujet, enfin sur le marché de la tech à Lyon, c'est faire un petit peu un état des lieux en fait du marché. Donc les acteurs en présence, les entreprises un petit peu influentes dans la région, quels sont en fait les secteurs qui sont représentés dans la région lyonnaise sur le marché de la tech? Dans le marché de la tech sur Lyon, il y a vraiment, l'informatique c'est présent partout. Il y a pas mal de DSI sur Lyon, c'est quasiment le deuxième point où il y a le plus de besoins et le plus de capacité de production finalement sur la zone lyonnaise. Et ça, dans différents types d'activités, on retrouve pas mal la chimie, la pharma, mais après on retrouve aussi des éléments sur les banques, les assurances. Il y a différents types de boîtes, que ce soit des grands comptes, des petites startups. Il y a vraiment beaucoup de besoins. Je ne sais pas si vous voulez compléter. J'ajouterais c'est l'énergie. L'énergie. Très important aussi. Mais c'est vrai que Lyon, c'est quand même une ville qui est avec une forte dominante industrielle. Je peux le voir sur Saint-Brieuc,
la ville sur donc il y a une grosse composante industrielle, il y a une grosse composante, il y a aussi pas mal de sociétés justement qui travaillent pour eux. Alors, voilà, deux représentants ici, mais il y a aussi d'autres grosses boîtes, je pense à Sopra, je pense à ces boîtes-là qui sont présentes chez eux. Et après le secteur un peu plus entre guillemets tertiaire, c'est-à-dire si on prend en compte, je dirais, les petites boîtes dans le service, il y en a un peu moins, mais ça reste dynamique. C'est-à-dire que, ok, nous on n'est pas aussi dynamique que peut l'être peut-être une ville comme Nantes, mais il y a quand même un tissu qui est quand même assez intéressant. Il y a Indy notamment sur la partie, c'est un soft pour faire de la compta plutôt orienté, on va dire petite et moyenne entreprise. Il y a Malte, il y a Lumaps qui fait un produit qui en fait se plug sur toute la partie de workspace. Donc il y a quand même quelques boîtes qui ne sont pas toujours très visibles. Et je pense qu'il y a un domaine qu'on a oublié aussi, c'est la partie retail. Malgré tout, sur Lyon, il y a la DSI de Carrefour. Dans les divisions 2, il y en a une qui est à Paris, à Annecy, et une qui est à Lyon. Donc malgré tout, il y a quand même aussi beaucoup de monde sur Lyon, sur la partie Carrefour, et il y a Casino. Bon, l'actualité est un peu cachée, mais malgré tout, ils ont quand même beaucoup de monde sur Saint-Etienne, qui reste quand même la région Rhône-Alpes. Donc oui, ça reste très dynamique, et la chance qu'on a aussi sur la partie Rhône-Alpes, c'est qu'on a à la fois des grands groupes avec Enedis, EDF et autres, mais on a aussi, comme disait Hugo, beaucoup de petites startups. Donc on a quand même vraiment un choix très large par rapport à ça. Je voulais compléter, effectivement, il y a, je parlais d'un certain nombre d'éditeurs ou d'apporteurs de services tech, il y a aussi pas mal d'éditeurs sur la région lyonnaise, CJ entre autres, et ça fait vraiment partie du bassin, que ce soit des startups ou des grands éditeurs déjà bien placés. Ok, merci messieurs. Est-ce que vous auriez une question par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur ce sujet, sur les acteurs? Est-ce que vous avez des acteurs que vous auriez aimé mentionner dans le marché? Sinon on peut passer à la suite. Après moi j'avais peut-être une question, c'est sur la concurrence entre les différentes régions. Tu as mentionné Nantes. Après je parle de concurrence, mais c'est pas forcément une concurrence, mais il y a la région parisienne qui est pas loin, Marseille qui est à côté. On sait que c'est des villes qui sont au niveau tech quand même, qui commencent à être bien développées. Est-ce qu'il y a une concurrence qui se forme entre les différentes régions? Alors, pas une solidarité ou une entraide, mais est-ce qu'il y a cette alchimie, il y a des enjeux qui jouent autour des différentes régions? Alors ça dépend évidemment pour qui, déjà si on recrute sur l'ensemble du territoire ou pas, il peut y avoir certaines concurrences sur le recrutement lui-même. Donc moi je recrute sur l'ensemble de la France, donc c'est sûr qu'il y a des bassins d'emploi qui sont quand même assez marqués. Enfin, il y a dans toute la région un peu, je disais Nantes, mais on peut aller jusqu'à Bordeaux. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on a aussi, on tient un jour un baromètre qui sur le site de Malte pour voir en fait l'implantation des freelances sur l'ensemble des territoires. Et globalement, on se retrouve avec les mêmes zones, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Évidemment, la région parisienne, on va se retrouver avec la région ouest, on va se retrouver avec la région de Lyon. La région du sud est quand même un peu moins dynamique. Et de façon assez étrange, on a très peu par exemple, de freelance sur la région est. Mais aussi parce que je pense que le tissu local étant très institutionnel, ça se prête peut-être moins au freelancing. Mais donc voilà, donc, oui, il y a une certaine concurrence sur le recrutement, mais en dehors de ça, moi ce que j'aime bien, c'est de voir justement qu'il y a quand même un tissu assez dynamique qui n'est pas que centré sur Paris. Alors oui, Paris est largement bon en termes de type d'offres, mais avec l'essor notamment du remote, on commence à avoir quand même des bassins d'emploi assez dynamiques sur le reste de la France. Après, pour compléter, là c'est un avis personnel beaucoup, mais il y a aussi des zones géographiques qui sont très typées en termes de langage, en termes de techno. J'étais en Bretagne il y a une quinzaine d'années et le marché sur Nantes, Lannion et tout ce qui était ouest était très tourné Microsoft. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vraiment été surpris de voir toute la partie Java qui était hyper développée et qui ne l'était pas en tout cas à l'époque sur la partie Bretagne.
Et ça reste quand même des cloisonnements de langage, même si bon, il y a des tonnes de langage, on peut aller sur plein de choses différentes. Mais les régions sont quand même assez typées. Et pour rejoindre ce que disait Hugo aussi, c'est que maintenant, bon, c'est des sujets qui vont arriver après, mais avec toute la partie télétravail, on a quand même beaucoup plus de facilité à aller échanger, discuter et travailler avec des gens qui sont dans d'autres régions. Et on n'est plus sur la concurrence, effectivement, sur la région, ça s'est ouvert au niveau national. Malgré tout, il y a aussi une logique chez les clients, enfin on a certains clients, c'est la même chose chez vous, qui ont aussi une espèce de concurrence interne. Je voyais des Decathlon qui étaient très très tournés sur l'île, et d'un coup ils sont mis à aller rechercher quels seraient les pôles dans lesquels ils pourraient s'implanter, les pôles économiques, pour avoir des compétences qui correspondent à leurs attentes. Ils ont saturé tout le marché lillois, ils n'arrivent plus à recruter, donc ils ont commencé à faire des bureaux à Lyon, à Paris et à Nantes pour essayer de voir ceux qui marcheraient mieux. Donc même eux en interne sont obligés de se segmenter pour aller chercher de nouvelles compétences autre part. Je vais compléter un petit peu avec les transports, le TGV, tout ça. Lyon se positionne pas mal aussi comme centre, entre guillemets, entre Paris et le Méditerranée. Tu disais que sur le Méditerranée, le bassin était peut-être moins dans les freelances, on va dire. Il y a quand même des belles boîtes aussi dans le bassin Méditerranée. Et effectivement, le fait que les TGV qui fassent Paris-Marseille, on va dire, en fait, ça permet avec Lyon au milieu de pouvoir intervenir. Parfait. Merci à vous pour ces réponses. La transition est toute trouvée. Miguel, tu parlais des tendances un petit peu en fait du marché, donc tu parlais de Java sur la région lyonnaise. Quelles sont en fait un petit peu les tendances du marché à Lyon, les stacks qui sont utilisés dans la région lyonnaise? Les stacks qu'on peut retrouver plus souvent, et au-delà des stacks, quelles sont un petit peu les tendances technologiques en fait du marché? Dans les éléments qui marchent de toute façon dans toutes les boîtes aujourd'hui, c'est avec le web, ça c'est vraiment que ce soit pour des produits internes au sein des boîtes ou que ce soit pour des clients finaux, on propose un éditeur ou je sais pas quoi. Le web ça va être assez majeur et du coup on va retrouver différents langages qu'on peut avoir. Aujourd'hui sur le bassin lyonnais, on va principalement être en JavaScript, Java, .NET, PHP. Tout ça c'est pour le back. Sur les bases de données, on a vraiment différents types de bases de données. Là on retrouve tout chez différents types de clients. Et pour le front, on retrouve quand même pas mal de JavaScript aujourd'hui avec du React, du Angular, des choses comme ça. Ça va vraiment être sur la partie web. Après, il y a la partie IoT où on a pas mal de petites boîtes qui se montent, notamment sur l'énergie, sur les smart cities ou des choses comme ça. Du coup, on retrouve du cloud, du DevOps, et du coup, des gros clouders souvent derrière. Du coup, ça va vraiment être une technologie que j'ai eu l'occasion de voir. Je sais qu'il y a un peu de data, je suis moins spécialisé dans la data, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Data, je suis pas sûr. Non, j'avais plus général que ça. Alors ça c'est pareil, c'est des choses qu'on observe, en fait, on regarde les inscriptions, plutôt les déclarations de compétences qui sont données par les freelances, on regarde un petit peu les évolutions en termes des technologies qui sont déclarées sur les freelances et on regarde aussi les évolutions par rapport aux demandes des clients. Donc on voit un peu les deux et on calcule des fois un rapport entre demandes. Donc, ce qu'on a pu voir un peu les dernières années, je pense que ce ne sera pas une surprise pour beaucoup, mais donc, il y a un gros sujet sur tout ce qui est DevOps, donc CloudOps de façon plus précise. Énormément d'acteurs qui vont désormais qui arrêtent d'essayer de faire leur cloud privé, il y en a encore, mais c'est quand même de moins en moins. Et donc ils commencent à aller de plus en plus sur des technos, je pense à Kubernetes, je pense à Terraform, je pense à des choses comme ça. Il y a un gros essor sur la partie data, alors, parce qu'aujourd'hui il y a plus de facilité. Justement, c'est aussi lié au cloud, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir du stockage sur le cloud et de la capacité de compute. Donc on va retrouver énormément de demandes sur ces choses-là. Alors attention, la demande n'est pas non plus aussi forte que sur la partie cloud. C'est pas sur le même de demande. Et puis après, il y a
il y a un autre aspect qui est un peu attenant à tout ça, c'est toutes les ciblées. C'est-à-dire qu'il y a une grosse dimension de comment, ok, maintenant j'ai plus mes trucs en propre chez moi, je les ai mis ailleurs en cloud, comment est-ce que je sécurise tout ça? Donc, voilà, c'est un peu les trois axes. Et je pourrais même en citer un quatrième qui est un peu opportuniste celui-là, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est la dimension un peu de no-code qui s'est développée ici sur ces dernières années. Et voilà, enfin, pareil, on a eu énormément de demandes sur du Google, des choses comme ça. Non, ce que je pourrais rajouter peut-être, c'est, vous allez, je pense, pouvoir compléter là-dessus, mais c'est aussi de parler du fait que le marché en fait est évolutif, donc il faut rester intéressé en fait aux nouveautés qui peuvent arriver, des nouvelles stacks qui sont, il faut s'intéresser en fait à tous différents langages, pas rester que sur son petit confort et s'intéresser, je pense, à plusieurs choses, dans le sens où, comme je l'ai dit, ouais, le marché est très évolutif et ça change assez rapidement, quoi. Ouais, là-dessus, on était tous les trois d'accord. Clairement, les technologies évoluent vachement vite. JavaScript, par exemple, il y a eu les gens d'un moment qui voulaient un framework toutes les semaines. Voilà, et ça s'est un petit peu tassé. Mais en fait, il y a quand même des grosses évolutions avec des breaking change majeurs. Il faut vraiment aller chercher au-delà de sa techno, au-delà de son framework, pour rester au bout du jour, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire des parallèles, aller chercher même d'autres idées, aller plus loin que son besoin. Où en fait, on a déjà le produit qui les a quasiment tout fait si on suit les docs avec ses créateurs sur le site. Donc, si on va aller chercher des fonctionnalités ou des approches un peu différentes pour aller chercher une problématique différente, il faut toujours aller chercher un peu plus loin, être hyper curieux. Et effectivement, pouvoir faire des parallèles en fait, entre les différents technos, entre différentes problématiques. Si on compare l'architecture d'entreprise, l'architecture logicielle, l'architecture de data ou l'architecture de solution, il y a des gros parallèles à faire. Donc du coup, ouais, il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Je suis assez d'accord sur ce qui a été dit dans le sens où avant on était très tourné sur, comme tu disais, on prend un langage, on va aller creuser beaucoup sur le langage, les frameworks qui tournent autour et on restait très cantonné. Là même sans parler de tendance de marché en disant voilà c'est plus du Java ou plus du .NET, il y a aussi une vraie tendance au niveau des entreprises qui est d'avoir des gens qui sont de plus en plus curieux et qui vont aller chercher plein de frameworks, plein de langages différents qui ne vont pas se cantonner à un langage. On le voit de plus en plus chez les clients, il y a de plus en plus de demandes d'aller justement vers du DevOps, vers du KubeCon, du Docker, des choses comme ça, et pas juste de se cantonner à l'aspect purement dev ou alors l'aspect purement infra ou alors l'aspect purement sécurité. Ça commence à être plutôt beaucoup de liens dans les équipes avec des gens qui ont des compétences beaucoup plus larges qu'avant, ou avant on se cantonnait vraiment sur un langage. Oui. Alors, moi c'est la plupart et j'aimerais que vous me reprécisiez le nom de votre entreprise. J'ai gardé Matrix. Lead Consulting. Et deuxième question, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore du métier de la data. Non, on est plus sur la data. Là, on va comment dire, parler un petit peu de, ça peut se rapprocher de la data, c'est la deuxième conférence sur l'IA. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des autres questions sur les sujets qui viennent d'être abordés? Qu'est-ce que tu cherchais à savoir sur la partie data? Non, c'est parce que je suis data analyst officiellement et je suis là pour très partant pour échanger avec des intervenants sur la data. Voilà. Si tu veux en parler, puis il y a aussi Nicolas qui est data scientist chez MAM. Parfait. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la suite. Je voulais aborder ce sujet, c'est donc du coup un petit peu de la culture d'entreprise. Donc là, ça ne se cantonne pas qu'au marché lyonnais, c'est un petit peu dans toutes les entreprises, mais dans le secteur de la tech. Les tendances aujourd'hui, c'est d'arriver à un management de plus en plus horizontal. Est-ce que c'est une réalité du marché ou est-ce que c'est
les gens du bench, peut-être pas jusque-là, mais est-ce que c'est pas encore acté dans les entreprises? On voit clairement un mouvement vers ça, quoi. Effectivement, que ce soit lié à des contraintes financières ou juste par le management purement et simplement. Effectivement, historiquement, on a des pyramides avec des N+11 parfois, quoi. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins de niveau de manager. C'est beaucoup plus collaboratif avec l'agilité. Et effectivement, on est plus dans des aspects de collaboration, de partage. Historiquement, le chef de projet qui était censé être au-dessus des devs avant, aujourd'hui il se retrouve en tant que PO à côté des devs. C'est pas tout à fait les mêmes métiers, on pourrait rentrer dans le détail, c'est très vaste l'informatique, on peut rentrer dans les niveaux de détail, c'est fou, mais effectivement, Scrum Master, PO, enfin bon, bref, c'est des éléments où en fait, on se retrouve plus en horizontal et beaucoup moins en hiérarchique. Et il y a beaucoup de communautés qui font du coup qui sont transverses à la région. Donc là, je pense à la MEG, à la FUP, à la JUG, il y en a pas mal dans la région lyonnaise. Donc en fait, on retrouve aussi une certaine dimension communautaire où tout le monde finalement partage la place. Et je pense que c'est aussi à travers cette association que ça se répartit, ça s'impacte dans notre société. Je vais être un peu je ne vais pas forcément aller dans le même sens. Je ne suis pas convaincu d'avoir vu des grands changements sur les 10 dernières années en termes de management d'entreprise. Je vois une grosse influence US effectivement sur la façon de constituer des équipes produits. Ça c'est vrai. C'est-à-dire l'appellation des postes et la structuration des équipes. On parle maintenant de squad, de tribe, la notion de product manager qui n'est pas si vieille que ça sur la France. Mais si je regarde l'ensemble des boîtes avec lesquelles on bosse, je ne vois pas voir fondamentalement de changement majeur sur la structuration elle-même de l'entreprise. Alors oui, il y a de plus en plus dans les ESN, il y a de plus en plus d'entreprises dites libérées ou collaboratives, etc. Ça c'est vrai. C'était déjà vrai il y a 10 ans, ça commence déjà. Donc c'est pour ça que je ne vois pas ça. Par contre, dans les gros changements structurels, ce que je vois, c'est évidemment qui s'est énormément développé sur les dernières années et qui change la façon de collaborer au sein de l'entreprise, avec un plus fort focus sur la collaboration aussi écrite. Les entreprises, je pense à Alan, là-dessus, qui fait tout quasiment en écrit, mais sans aller à cet extrêmement, il y a quand même un changement de mode de communication en général. Ça, et puis ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que même les entreprises traditionnelles, désormais, elles ont été obligées pour des problématiques de recrutement de s'étaler sur la frontière. De toute façon, il y a la collaboration entre les régions. Justement, tu as cité Alan, mais alors moi je suis plus d'avis sur le côté plutôt horizontal, dans le sens où j'avais très peu de clients il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années qui avaient ce mode de management, ce mode de fonctionnement avec très peu de strates hiérarchiques. Et je vois depuis 5-6 ans beaucoup plus d'entreprises comme Alan. Il y a des 365 talents et autres qui justement ont repris ces modes de management. Alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais en gros ils ont enlevé toute la partie hiérarchique en se disant que chacun devait pouvoir connaître ce que faisait le collègue et devait pouvoir être aussi juge sur son évolution. Globalement, quand on demande une évolution, on ne la demande pas à son responsable, on la demande à son équipe, et c'est entre guillemets l'équipe qui va dire bah oui, effectivement, la personne là c'est beaucoup plus investie, va pouvoir beaucoup plus amener des choses sur d'autres équipes ou autres, et les évolutions sont faites un peu en interne comme ça. Donc il y a beaucoup de changements en termes de management, même en termes de structuration, de prise de décision. Pour le coup, là, je le trouve très marqué depuis 5-6 ans. Moi, c'est plutôt ça sur lequel j'ai vu une sacrée différence. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de hiérarchie qu'il y avait à l'époque. Et dans ce cas, je pense qu'en fait, c'est surtout, c'est beaucoup lié à l'émergence d'une. Alors, je déteste ce mot French Tech, mais c'est beaucoup lié à l'émergence de pas mal de boîtes tech, justement. Il y a un tissu tech qui n'existait pas il y a 10-15 ans, en dehors de Blablacar, Frideo, etc., qui sont un peu les précurseurs sur ce genre de boîtes-là. Il y a Business Object avant ça, mais bon, bref, on va parler de ces boîtes-là qui sont un peu plus modernes. C'est, parce que tu citais Alan, tu sais, 365 talents, et je pourrais citer
mal et plein d'autres. Mais en fait, ça représente pas grand-chose sur la totalité des boîtes et la totalité des gens qui bossent dans la tech. Enfin, si on prend alors, je ne sais pas si vous connaissez le SPF 120, c'est l'ensemble des 120 prochaines boîtes qui pourraient un jour peut-être aller à CAC 40, on verra. Mais en fait, si on prend l'ensemble de ça, la totalité des personnes qui bossent dedans, c'est quand même nettement inférieur finalement, ne serait-ce qu'à un Sopra. Donc ça relativise un peu la quantité de personnes. Quoi. Juste pour compléter, si on prend Carrefour par exemple, il y a eu un certain nombre de pyramides, un certain nombre d'étages de pyramides qui ont disparu ces dernières années. C'est là où je parlais d'aspect financier. En fait, justement, ils ont essayé, ils se rendent aussi compte d'une certaine manière que d'avoir X manager en intermédiaire, ça n'a pas forcément de sens pour créer un produit, pour avancer. Effectivement, les stratégies de produits ont légèrement changé. D'ailleurs, on parle de produit, on ne parle plus de projet, à proprement parler. Donc, effectivement, les organisations changent. Moi, j'en suis convaincu. Effectivement, ça reste encore pas toujours évident côté top management, où ils ont justement l'habitude d'avoir le contrôle et de garder le contrôle et de pouvoir déléguer à une suite de personnes. Mais de façon générale, je trouve qu'en partant du bas, cette partie horizontalisation et collaboration est beaucoup plus importante. Merci, moi j'ai juste rebondir. Oui, moi. J'ai une question. Oui. Non, allez-y, je vous rebondir. Je suis un peu collègue par rapport à ça. C'est une question qui m'a plu depuis quelques années. Je profite de votre expérience. Ces 3-4 dernières années, vous avez parlé de cette notion de la French Tech et tout ça, et il y a aussi cette influence qui nous vient d'ailleurs, ce top management, la pyramide qui diminue. Moi, j'ai une vraie question sur la culture d'entreprise dans la tech. Est-ce qu'il y a encore une culture d'entreprise propre? Parce qu'on a l'impression, en tant que recruteur, que tout le monde veut de l'humain, que tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'humain, mais je me pose une réelle question. S'il y en a qui se démarquent encore, majoritairement avec une entreprise, comme on a pu l'avoir à l'époque avec du Coca-Cola, qui avait des vraies marques d'entreprise, sans être à cette taille-là. La PME, la start-up, voilà, il y en a qui avaient des particularités. On savait que quand on allait là-bas, on allait pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très, très diffus et que tout le monde tend à avoir presque la même. Donc la question c'est, est-ce qu'encore aujourd'hui il y a une culture d'entreprise propre? C'est ça? Ok. Je vais donner mon avis, c'est assez personnel pour le coup, mais effectivement, je pense que ça va être un des sujets qu'on va aborder plus tard. C'est que c'est aussi les collaborateurs, c'est aussi les nouveaux arrivants sur le marché, les nouvelles générations qui ont des attentes différentes, qui poussent aussi un petit peu tout ça à se uniformiser au niveau des sociétés, dans le sens où elles essayent de répondre finalement à l'embauche de la génération Z, à l'embauche de personnes qui sont intéressées pour sauver la planète, le côté Green IT, ce genre de choses. Tout le monde en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est effectivement les sociétés, et la société de façon générale, s'adapte justement aux nouvelles générations. C'est pas toujours, à mon avis, juste et légitime, mais. Non, mais j'aime bien cette question sur la culture parce que c'est un sujet qui me passionne. Je parle beaucoup de ça sur mon propre blog. Il y a des choses qui se sont uniformisées, oui, sur la façon de bosser. Ça vient beaucoup des US, c'est vrai. Et pour autant, même pour des entreprises qui fonctionnent à peu près de la même façon, qui ont les mêmes titres de poste, machin, etc., je pense qu'on ne pourra pas dire que la culture chez Uber, c'est la même que la culture chez Airbnb. Je pense que même si la façon de bosser, il y a des similarités, la culture, elle est différente. La culture, c'est l'ensemble des curseurs qu'on place à un moment, quand on a un choix à faire et qu'on dit, bah, tiens, en face de telle décision, on va systématiquement privilégier la transparence versus la protection. Voilà, faire un exemple comme ça. Et là, pour le coup, je pense que non, il y a toujours des vraies différences entre les boîtes. C'est souvent lié aux personnes qui ont
créé la boîte à l'origine et qui ont insufflé une façon de bosser. Si à l'âme, ils ont une culture très forte, par exemple. Je ne les connais pas si bien que ça, mais la culture de l'écrit déjà qui est extrêmement importante. Mais je pourrais citer d'autres boîtes que je connais qui ont effectivement des choses qui sont assez notables sur la façon de bosser. Donc, non, je dirais que c'est ça. Je ne mettrai pas la différence entre le fait qu'on a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui sont discutées dans des conférences, dans des articles de blog, etc., qui effectivement, du coup, elles vont être un peu partout. Mais la culture de l'entreprise, elle, c'est autre chose. Assez d'accord aussi dans le sens où il y a beaucoup de sociétés qui à l'heure actuelle poussent beaucoup sur le côté transparence, ce qui est une très belle chose. Alan travaille beaucoup là-dessus, tous les chiffres sont totalement ouverts, publics, il n'y a rien qui est accessible uniquement à une partie, juste les commerciaux, juste le management ou juste les produits, tout est transparent, tout le monde peut aller voir n'importe quel chiffre, n'importe quel salaire, n'importe quelle feuille de route, de stratégie d'entreprise, c'est le côté totalement transparent. On le retrouve aussi malgré tout dans beaucoup d'entreprises, mais c'est vraiment chaque entreprise qui va faire le choix de sa culture et de ce qu'il veut mettre en avant ou pas mettre en avant. Je ne suis pas forcément convaincu que toutes les sociétés à Lyon aient vraiment la même culture. C'est vraiment disparate entre des gros comme Sopra, CGI, avec des multi-structures, des structures d'une quinzaine de personnes ou des startups, il y a vraiment de tout. C'est vraiment en fonction des entretiens qu'on passe et de ce qu'on va pouvoir sentir et comprendre du mode de fonctionnement et de la culture d'entreprise qu'on va plutôt se dire là ça me plaît et j'y vais. Mais c'est vraiment en fonction de la recherche de chacun, c'est très personnel pour nous. Mais c'est quand même disparate, il y a quand même des grosses différences à Lyon. Effectivement, pour compléter, je m'aligne un petit peu sur le côté les sociétés ont une culture, et effectivement, pour caricaturer, on va dire, je dirais que c'est souvent lié effectivement à la taille et l'activité de la société. On retrouve dans l'industriel des choses qui sont assez similaires. Pour autant, c'est aussi incarné par les gens. C'est là où le manager, parfois, il fait plus que la culture d'entreprise. Et du coup, ça change un petit peu son point de vue. En fait, le manager a potentiellement plus d'impact sur ses équipes en dessous que la culture d'entreprise vraiment véhiculée dans la société. Est-ce que la réponse était convaincante? Merci. Parfait. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Hugo. Tu parlais du remote. Le remote, c'est quelque chose qui date pas d'hier non plus, mais on parle quand même, on commence à aborder le sujet du full remote qui est déjà présent dans les entreprises. Je pense qu'il y a 10-20 ans, c'était quasiment impensable. Le Covid a quand même permis d'aider un petit peu à en parler. Mais moi, je voulais juste avoir votre avis en fait, sur le full remote. Qu'est-ce que vous pensez du full remote? Je suis sûr qu'on n'aura pas tous le même avis. Parce que ça fait 10 ans que je bosse, un peu plus même d'ailleurs, que je bosse en quasi full remote. Et on a des personnes dans la boîte qui bossent en full remote désormais. Pendant très longtemps, on a essayé de conserver quand même un peu plus de, comment dire, une certaine fréquence en fait de rencontres en fait dans les bureaux. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une petite différence entre les régions. Paris plus souvent par exemple au bureau que à Lyon. Mais désormais c'est à peu près partout. Enfin ça s'est un peu uniformisé sur l'ensemble. Et en tout cas je suis assez convaincu que ça fonctionne parce qu'on a réussi en tout cas depuis 10 ans. Mais j'ai mis quand même quelques limites dessus. C'est-à-dire que déjà premièrement on propose quand même des bureaux. Donc on propose un mode hybride pour ceux qui veulent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont régulièrement au bureau, il y a des gens qui vont quasiment tous les jours. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, et effectivement, moi si je vais au bureau c'est pour voir des gens, c'est pas pour bosser, j'arrive pas à bosser avec un cahier quand je vais au bureau. L'open space pour moi c'est quelque chose d'horrible, je déteste ça. Mais par contre pour socialiser et pour dans socialiser, en fait, il y a une notion de boulot qui est hyper importante, c'est tout ce qui est un petit peu
On parle de sérendipité, vous savez, c'est le truc où on dit il y a des idées d'un coup elles vont émerger parce qu'on a discuté d'un truc et puis tiens, en fait, c'est pas mal qu'on regarde un peu plus machin. Voilà, ça j'adore ça. Et donc c'est pour ça qu'on propose un mode qui est plutôt orienté vers ça, vers le côté un peu hybride. Une autre limitation, pour moi, c'est le début de carrière. Je trouve ça assez compliqué de démarrer dans une boîte en début de carrière en remote. Parce qu'en fait, une grosse partie de l'apprentissage, on le fait en regardant comment font les autres. Du coup, quand on ne peut pas regarder, c'est un peu plus délicat. Donc ça, c'est pas en tout cas, attention, chez Malte, j'ai pas réussi à résoudre ce problème. Mais il y a d'autres boîtes qui sont arrivées. Donc je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que moi, je sais pas comment résoudre ce truc-là. Oui, effectivement, on n'était pas d'accord. Puisque je pense que ça dépend aussi beaucoup du contexte. Il y a des clients qui sont très ouverts là-dessus, il y a des clients qui ne le sont pas. Il n'y a pas que la société, on est quand même dans un monde où on est beaucoup sur du service, donc avec des clients en face. Donc il n'y a pas que la logique de l'entreprise qui permet de le faire. Sur un éditeur, oui, on peut faire des choix internes sur du full télétravail ou non, ou de l'hybride. Sur des entreprises du service comme nous, je pense que le meilleur des demandes, c'est effectivement l'hybride. Mais on est malgré tout bloqué par le client. On est en mission chez un client qui est à Lille, à Paris et qui est en full télétravail, ça ne lui pose aucun souci, ça marche très bien. Parce qu'il a les outils, parce qu'il a mis en place toute cette logique du full télétravail. On a des clients qui ont dû s'adapter un peu au forceps pendant le Covid et on sent que c'est pas ancré. Ils n'ont pas forcément cette envie d'aller vers du full télétravail. Déjà, ils se forcent à faire du télétravail 2 jours par semaine, mais ils n'iront pas plus loin et voir s'ils pouvaient ramener les gens en interne, ça leur irait très bien. Malgré tout, sur Lyon, non, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais je reste quand même convaincu, et là pour le coup c'est très personnel aussi, hein, c'est ce que disait Hugo, là pour le coup c'est un avis tranché de ma part. Alors moi j'ai besoin d'aller au bureau, parce que j'ai besoin de voir les gens, mais je sais qu'il y en a très bien, ça marche très bien. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent très bien à bosser chez eux, il y en a qui n'arrivent pas du tout, soit par les conditions, soit par la concentration, ils n'arrivent pas forcément à se focaliser, ou d'autres qui arrivent très bien. Et vice versa, il y en a qui n'arrivent pas du tout à se focaliser au bureau et qui arrivent très bien chez eux. Là pour le coup c'est très personnel, donc je pense que les entreprises, que ce soit Lyon ou partout, ont compris qu'il fallait rien imposer, que c'était aux gens en fonction de leurs habitudes, de leur façon de travailler, pas de s'adapter à ce que le client allait dire, mais de pouvoir être à l'aise dans leurs conditions de travail. S'ils sont bien full remote, il n'y a pas de problématique avec ça. Mais bon, malgré tout, il y a quand même un client en face, il y a quand même des sociétés et il faut réussir à trouver le juste milieu. Juste un truc que je rajoute. Alors il y a le côté volontaire, parce que je veux être ou pas l'être, mais il y a quand même un truc vraiment qui est lié à la culture d'entreprise, donc lié à la culture. C'est comment est-ce que justement on est capable d'accompagner des équipes qui sont à distance. Et ça, c'est pas du tout trivial. Enfin, il y a des boîtes qui n'ont pas réussi, effectivement, malgré le Covid, ils se sont heurtés à des problèmes parce qu'en fait, culturellement, ils n'étaient pas prêts. Il y a un vrai sujet de management, par exemple. Le management à distance, il y a des gens, ils savent, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas compris comment en faire. Parce qu'il y a des choses en plus à faire, il y a des choses par contre qu'on ne peut plus faire. Donc c'est pas un sujet qui se décrète comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident de se dire je vais avoir 10% des personnes, de temps en temps je vais pas les voir. En fait, le pire qui puisse arriver, enfin ça je l'ai vécu il y a longtemps, je l'ai vécu il y a 15 ans. Ce que j'avais déjà fait des travails à l'époque, c'est d'être l'un des seuls qui est à l'extérieur et l'ensemble des autres personnes qui sont dans les bureaux. Et ça, c'est un enfer. Parce qu'on a l'impression de ne pas participer aux discussions, on a l'impression d'être écarté des décisions. Et quand la culture de l'entreprise elle est faite pour que tout se passe à la machine et tout fait par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Je rajouterais effectivement à ça effectivement avec le Covid, les boîtes ont été poussées, forcées à faire du télétravail. Je rejoins un petit peu mais je rejoins Mickaël en disant que souvent elle garde du télétravail un peu forcé et contrainte parce que la porte a été ouverte et que finalement, effectivement, elles ne sont pas toujours prêtes, elles ne sont pas toujours armées, que ce soit technologiquement parlant ou méthodologiquement parlant, elles ne sont pas forcément prêtes à faire ça. Il y a des sociétés qui poussent
Et sur Lyon, il y en a quand même quelques-unes qui sont assez motrices là-dessus, sur toute cette partie liberté, aménagement des semaines, ainsi de suite. Ça, c'est pas mal. C'est un sujet, je pense, qui peut être débattu autour de cette table ronde. Mais j'ajouterais, pour faire la transition justement avec les nouveaux arrivants, avec la majorité, c'est quand même, je pense, des personnes qui recherchent un minimum de télétravail dans les entreprises. Après, encore une fois, ça reste personnel. Il y a certaines personnes qui préfèrent aller au boulot tous les jours, justement pour ce contexte social. Mais je pense que la plupart des nouveaux arrivants sur le secteur recherchent quand même un minimum de télétravail. Est-ce qu'il n'y aura pas un blocage justement avec ces entreprises qui ont du mal à faire la transition, que ce soit les clients des ESN, en termes de recrutement en fait, est-ce qu'il n'y a pas un blocage qui peut s'avérer à ce niveau-là en fait? Clairement, aujourd'hui, la plupart des candidats, ils sont. Enfin, je pense que j'en ai pas vu beaucoup qui disent pas je veux au moins un jour. Donc ça veut dire que si les entreprises qui ne sont pas du tout prêtes à faire ça, disons qu'elles ont un avantage non concurrentiel lorsqu'elles recrutent. Et ça, je le vois aussi parce qu'en fait, sur Malte, c'est pas le recrutement en fait, c'est freelance. De la même façon, quand un client dit non, c'est à Clamart et point, c'est la maison des points et c'est 50 par semaine, forcément tu n'arrives pas à sauter autant que donc oui, aujourd'hui enfin, les entreprises ont besoin de s'adapter pour ça en termes de recrutement. Mais ne serait-ce qu'avec une fréquence. Oui, globalement, Il est là. Ouais, c'est bon, il en a parlé. T'avais tué plus. Je suis assez d'accord, la majorité des gens qui viennent nous voir, alors nous c'est une question un peu différente, ils nous disent en gros quelle est la politique d'entreprise sur le télétravail. C'est pas forcément est-ce qu'on a le droit un jour, 2 jours, 3 jours, parce que le mettre, bon sur le côté service, je reviens toujours sur le côté service auprès des clients, le mettre contractuellement en disant vous aurez le droit à 2 jours, 3 jours, 5 jours de télétravail, bah demain, s'il y a des clients qui ferment les vannes en disant stop, on arrête le télétravail, contractuellement on est bloqué. Donc je connais aucune entreprise qui est capable de le formaliser dans un contrat. C'est plus sur la culture d'entreprise, est-ce qu'on est ouvert à ça? Dans la majorité des cas, on l'est tous, mais je trouve que c'est plus le côté bloquant est plus sur le côté client, qui a des besoins avec des collaborateurs qui sont soit dans des régions différentes, soit dans des entités différentes, soit de sociétés différentes, et ils ont aussi quand même des besoins de pouvoir les réunir pour pouvoir les faire échanger justement sur l'idéation, sur des choses comme ça, pour travailler sur les produits. Teams, c'est bien, tous ces outils-là sont très bien faits. Malgré tout, il y a quand même des... Vraiment, je pense que c'est un peu la charge. Mais malgré tout, on peut tout faire à distance, ça c'est sûr, dans l'informatique c'est plutôt adapté. Malgré tout, il y a quand même ce côté échange informel qui reste quand même très important. Et les clients, même s'ils ne sont pas prêts culturellement à faire du télétravail, ils sont le faire, mais ils ont aussi vu les limites et ils essaient de ramener les gens aussi pour ça. Mais clairement, ceux qui proposent pas de télétravail, c'est historique de la branchière, c'est vrai que pour compléter un petit peu, les sociétés, il y a un petit problème d'équité aussi. Sur nos sociétés dans l'informatique, c'est facile de faire du télétravail. Nos clients ne font pas forcément de l'informatique. Parfois, ils font de la vente, parfois, ils font de la production, de la logistique. Et en fait, pour une problématique d'équité, ils ne peuvent pas forcément non plus se permettre de dire ok, eux, ils peuvent y aller, mais vous allez rester. Donc, du coup, ça, c'est un vrai sujet en fait par rapport au télétravail. Et c'est là où, plus qu'une problématique de culture d'entreprise, c'est là où je parlais plus d'aspects liés à l'activité de la société, au type d'activité, à la taille de la société. Parce qu'en fait, les problématiques d'équité, elles sont liées à ça. Elles sont liées à ouais, mais eux, ils peuvent le faire. Non, mais je ne peux pas, j'ai pas la même activité. Alors, dans l'informatique, on arrive à tout gérer, la facturation, l'envoi, tout ça, il n'y a pas de problème. Je pense que Mike, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. J'ai eu la même discussion.
Donc tu vois, c'est pareil, partout. Mais à la fin, c'est des marchés différents, ça a l'air différent. C'est compliqué de dire, je vais uniformiser tout, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui changent d'un métier à l'autre. Ça se fait sur la façon de gérer, je sais pas, dans l'événement, tout change. Donc les gens ne vont pas forcément essayer de se dire, alors bien sûr, il y aura toujours une certaine forme de. Alors je connais Nidis un petit peu, il y a des personnes qui sont sur le terrain, qui effectivement ont une certaine. Je connais des gens, ils sont dans des bureaux. Ah ouais, effectivement, les gens ils posent des cadres, les gens qui sont dans des bureaux. Mais ça, c'est propre à la nature des métiers, ils ne sont même pas pareil. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, pour des DRH, pour des RH, aligner des contraintes d'astreinte ou des contraintes d'autres problématiques qui sont contractuelles, c'est pas facile d'avoir une problématique d'équité au sein de la société. Oui. Culturellement, la semaine de 4 jours, on commence à en parler dans les entreprises, c'est quelque chose qui est complètement pas du tout. On voit de plus en plus arriver, mais c'est toujours pareil, on a envie des disciplines. Justement, dans l'IT, ouais, on peut avoir un chose de plus pour développer ce projet. Dans l'IT, en interne, chez les éditeurs, ça sera beaucoup plus facile à mettre en place que chez un client qui prend beaucoup de ça et avoir des gens qui sont dans des sociétés où il y a la semaine de 4 jours et des gens qui sont en semaine de 5 jours. Si en interne ils sont sur du 5 jours, prendre des gens qui sont en 4 jours, ça peut être un peu compliqué en termes d'organisation, sachant qu'il y en a qui vont être du lundi au jeudi, il y en a qui vont être le mardi absent, il y en a qui vont être le mercredi absent. Ça peut être vite galère quand même à organiser, même si on voit, ça peut se faire, mais c'est pas le plus simple. On a eu un avant-goût sur le dernier mois de la semaine de 4 jours. Le mois de mai, c'était une cata, par exemple. C'était un peu des semaines de 4 jours forcées, mais on l'a vu en termes de réunions, en termes de production de boîte, il y avait des absences de tous les côtés, des sujets qui n'avançaient pas. Enfin, ça a été, on l'a vu. Mais parce qu'il y avait des problématiques de synchronisation, parce que tout le monde n'était pas là en même temps, et voilà. Donc, ça peut fonctionner, mais je pense que c'est aussi lié au client, à l'organisation et au métier du client. On peut peut-être aborder le dernier point parce que le temps file. C'était sur les perspectives d'évolution. Donc on a quand même parlé pas mal sur les nouveaux arrivants, l'impact qu'ils pouvaient avoir sur les entreprises avec de nouvelles valeurs, de nouvelles attentes. Il y avait aussi la question, on a la chance d'avoir Hugo, donc cofondateur de Malte, sujet du freelancing. Est-ce que quand on débute comme ça, après les études, pas forcément les études, mais quand on arrive sur le secteur, est-ce que le freelancing c'est quelque chose qui peut être intéressant ou attention quand même quoi. Alors, ça a énormément changé. C'est-à-dire que j'ai été freelance il y a longtemps. Et à l'époque, quand on devenait freelance, c'était souvent quand on était déjà expérimenté. C'est-à-dire qu'on basculait freelance quand on avait entre 5 et 8 ans d'expérience. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se lancent en freelance dès la sortie d'études. On a même des écoles qui nous ont contactés pour nous dire on voudrait que vous nous fassiez un topo sur le freelancing. Alors, il y a aussi plus de facilité à se lancer parce que d'un point de vue administratif, il y a des choses qui se sont simplifiées. Je pense au statut d'entreprise. Il y a le portage également. Et puis il y a des plateformes comme Malte. Et tout ça, évidemment, ça a simplifié le fait d'être freelance. Moi, je dirais, il y a quand même un truc qui est pas évident quand on démarre. C'est tous les aspects. En fait, il y a l'aspect administratif d'un côté. Alors ça peut être simplifié beaucoup, notamment par le statut. Je parlais d'auto-entreprise, c'est quand même très simplifié. Il y a l'aspect prospection, pareil, il y a des possibilités de s'en sortir. Alors, parce que je disais Malte, mais en fait, il y a aussi pas mal de freelance qui passent via des ESN. Ouais. Donc l'aspect prospection peut aussi être délégué. Mais dans tout ça, il y a un peu le côté professionnalisme, contractualisation. Comment est-ce que, et d'autant plus sur moi je déconseillerais à des freelances qui se lancent de commencer par des forfaits. Il n'y a rien de pire pour se mettre un peu dans des situations pas top, du genre tiens, je me suis engagé sur telle date avec tel type de livrable, etc. Et puis finalement j'ai pas réussi à tenir, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je gère mon truc, c'est quoi une période de garantie. Là on commence à rentrer dans des contextes pas top. Donc souvent en fait les gens qui se démarrent en freelance ils vont plutôt se dire on appelle ça régie, mais en fait j'aime pas trop le terme parce que régie il y a
il y a un côté un peu aussi sur place. Après, c'est autant passé. J'ai une obligation de moyens. Mais en tout cas, ça se fait beaucoup plus qu'avant. Les entreprises ils sont beaucoup plus sensibles et surtout, ça se fait dans tous les types de métiers. Avant, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de graphisme, marketing, etc., qui étaient les métiers un peu traditionnels finalement du freelancing. Maintenant, c'est tous les métiers qui y sont. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple maintenant, comme tu disais, de se lancer. Malgré tout, il y a vraiment différentes typologies de freelance, dans le sens où il y a vraiment ceux qui se lancent en freelance pour vraiment le côté entrepreneur, ils ont des idées, ils ont des choses qu'ils veulent vraiment pousser, construire, produire. Et il y a plein d'autres arguments entendables sur le côté je vais être beaucoup plus libre de mes choix de mission, de ce genre de choses. Même si c'est des arguments qui, je ne dirais pas qu'ils sont faux entre guillemets, c'est pas ce que je veux dire, mais ça vient aussi dans la culture d'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui laissent le choix de mission aux consultants, même en salarié. Donc du coup, ces arguments-là sont vrais, on est totalement libre de faire ce qu'on veut en tant que freelance. Malgré tout, il y a quand même des obligations. Demain, il faut quand même aller faire les courses, remplir le frigo et manger et payer son loyer. Donc quand on n'a pas de mission à un instant T et qu'on ne bosse pas pendant un mois, en freelance, on n'a pas de salaire. Donc globalement, le choix de mission, bon, quand à un moment on est obligé d'y aller, on prend la mission sur laquelle on peut aller et on y va. Il y a peut-être aussi effectivement du réseau quand on est junior. Le réseau est quand même beaucoup moins développé. Quand on a 10 ans de mission dans plein de clients, on a rencontré des collègues développeurs qui sont partis chez d'autres clients qui vont pouvoir nous présenter. C'est aussi beaucoup plus simple sur la partie prospection et sur la partie choix de mission. En étant pur junior, en arrivant sur un marché du travail où il y a beaucoup de monde mais où on n'a pas forcément un réseau très grand, ça limite le choix des clients et la partie prospection est beaucoup plus compliquée. On est obligé de s'appuyer sur des ESN, sur des outils comme Malte et autres. Mais ouais, ça s'est vachement démocratisé et pour le coup, pour plein de raisons différentes. Ça dépend vraiment de chacun, mais il y a aussi, on en a parlé quand on a préparé le truc, quand on est junior et quand on a 1 an, 2 ans, il y a aussi un attrait, un intérêt fort à être dans une société comme Pix ou autre, c'est le côté apprendre. Quand on est indépendant, effectivement, on va en mission chez un client, on va rendre un service. Oui, on est dans une équipe, oui, on va apporter des compétences et on va pouvoir apprendre des autres. Mais quand on est dans une entreprise avec des leads, des experts, des archis qui vont pouvoir nous encadrer, nous apprendre les choses et nous faire monter en compétences, en interne dans une boîte, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour grandir, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir aller de l'avant. On peut vite se retrouver bloqué en tant que freelance dans une mission où on est un peu mis de côté, ou délaissé, où on est sur des petites équipes, ou des équipes dispatchées partout en France, où on a moins ce côté, comme on disait, échange, pour trouver des solutions, pour ce genre de choses. On est un peu plus solo. Et c'est plus le côté-là qui est intéressant sur augmenter ses compétences quand on est salarié plutôt que freelance. Mais il y a des gens, ils se lancent freelance et ça marche très bien. Et il y a des gens qui ne veulent pas du tout être freelance et qui ont 20 ans de boîte et ça leur va très bien, c'est vrai. Très personnel pour le coup. L'aspect formation, c'est pour ça que je ne rejoins pas tout à fait ce que tu venais de dire, parce qu'en fait, l'aspect formation il est crucial. Un freelance, il va être très souvent à aller rechercher une nouvelle mission. Donc en fait, il a une obligation de se former. Il va le faire de toute façon, effectivement, chez ses clients, comme n'importe quelle autre personne qui bossera chez un client donné, qu'il soit en ESN ou en direct, il va bénéficier des mêmes conditions. Mais en plus, il a une obligation de veille, parce qu'il sait que la prochaine mission, pour l'avoir, il va falloir et surtout pour avoir celle sur les technos sur lesquels il faut bosser, il va falloir qu'il apprenne des choses de son côté. Donc j'ai été freelance, j'ai fait du service, j'ai aussi fait du logiciel avant, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai pu remarquer des personnes qui n'ont pas ce réflexe, qui se disent non mais c'est pas grave, moi je suis dans une boîte et peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, je serai encore là. Et du coup, qui n'avaient pas ce réflexe de se former, puis un jour, ils ont changé de boîte et ils se sont dit mince. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était important de se former. Alors que en fait c'est important pour tout le monde, freelance ou pas. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est plus lié au métier, le fait de devoir se former et toujours se former à des nouvelles technos, plutôt qu'au statut de freelance. Ouais, mais le freelance, en fait, c'est juste que tu comprends la contrainte. Ouais, et il y a des freelances qui s'auto-forment jamais, qui vont jamais aller chercher des nouveautés, j'en connais aussi. Donc pour le coup, je pense qu'il y a les deux côtés, c'est plus de la
d'un état d'esprit. Il y a des gens qui sont très curieux, qui aiment la tech et qui sont passionnés et qui vont aller facilement chercher des nouveautés. Et il y en a qui sont plutôt salariés ou freelance, c'est pareil, plutôt attentistes comme tu dis, à s'asseoir un peu sur leur laurier et à faire le travail qu'ils ont à faire. Je pense que c'est plus le côté obligation de formation est plus lié à notre métier de tech qu'au statut qu'on peut avoir. Pour le coup, Je pense que c'est compliqué de rester longtemps freelance quand tu... Ouais. Parce qu'en fait, il va falloir se vendre, quoi. C'est vrai. Après, on peut être sur une marché de niche, sur la S400. Mais pour compléter un petit peu, effectivement, et ça vous rejoint tous les deux, un junior dans une ESN, c'est assez ouf parce que en fait, on voit différents contextes, on peut être challengé par différents types de profils qui sont potentiellement sur des technologies différentes. Attends, nous, on a ça dans tel techno, est-ce que toi, tu l'aurais pas de l'autre côté ? Et ça crée quand même une émulation au sein d'une ESN qui est assez ouf. C'est là où je parlais aussi un petit peu des communautés dans la région lyonnaise, où on peut aussi retrouver ça à travers ça, et donc les freelances travailler à travers ces aspects-là. Mais sinon, il faut quand même avoir un bon réseau, et du coup, pas, de mon point de vue, pas attaquer en tant que junior, en tant que freelance. D'ailleurs, j'en profite, tu as cité les communautés, très très bon truc à insister dessus. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Lyon Tech Hub, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de regroupement avec plein d'associations tech sur la région. Il y a la FUP, il y a le Jug, il y a le Mug, il y a plein de choses. Il ne faut vraiment pas hésiter à y aller, c'est un Slack en fait qui existe. Enfin, il y a un Slack en plus de tout le reste. N'hésitez pas, il y a des conférences très régulièrement. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, ça a un petit peu baissé malheureusement en fréquence, les conférences physiques. Un peu compliqué encore, mais bon, en tout cas, c'est cool d'y aller parce que voilà, tu parlais du réseau et de l'apprentissage. Il y a Meetup aussi, où c'est une bonne manière aussi d'accéder à toutes les assos sur les points d'intérêt qui vous intéressent, quoi. Ouais, je pense que le mot de la fin est tout trouvé sur ça. Avant de terminer, si vous avez des petites questions, on a 5 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Ouais. Oui, je voulais poser une question sur qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau professionnel, au niveau de la Suisse par exemple. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il existe des liens professionnels entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Suisse? Voilà. Les tenants, les aboutissants, les opportunités, tout ça. Bref, D'accord. tout le panel. Alors, région Auvergne-Rhône-Alpes, j'aurais plutôt tendance à dire plus vers Grenoble, quoi. Sur Lyon, les échanges, il y en a, mais disons qu'il y a quand même une certaine distance déjà, mais par contre, c'est une expérience perso là que je parle. Je n'ai pas de stats, rien du tout. Mais je connais pas mal de personnes qui sont à Grenoble ou dans la région de la Savoie qui, vont bosser en Suisse. Sur Lyon, j'en connais beaucoup moins. Encore une fois, j'ai pas de source, j'ai rien. D'accord. Ouais, je partage. L'expérience, c'est quand même deux marchés totalement différents et bien scindés. Il y a beaucoup de gens qui partent là-bas travailler, mais il y a peu de Lyonnais qui font des allers-retours, ou alors qui bossent en full télétravail pour la Suisse. J'en connais peu. Après, Il n'y a pas forcément de connexion professionnelle. Le secteur, en Suisse, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est pas que ça, je caricature, mais c'est quand même beaucoup les banques et l'assurance. C'est pas un secteur qui est aussi bien représenté ici, parce que oui, il y a des banques et des assurances ici, mais c'est pas les mêmes déjà. Donc, les connexions, elles sont un peu limitées, quoi. Côté pharma, je dirais, il y a plus de connexions. C'est vrai qu'il y en a. Avec Lyon, Suisse, côté pharma, il y a plus de connexions. Il y a Roche, je crois, ça. Il y a Roche, il y a Novartis, il y a Sanofi. Donc, on a presque le pendant à Lyon. Presque. Ok. Et j'avais peut-être une dernière question aussi, mais là c'est plus pathologique. Est-ce qu'on est forcément amené vers une dématérialisation en fait, des applications qu'on utilise? Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers des applications web, plus que vers des applications pour savoir où je peux me positionner professionnellement? Quel Je pense là-dessus aujourd'hui, le web c'est vraiment ce qui marche en ce moment. Comme tout, c'est cyclique. La S400 c'était méchamment centralisé. Je pense que justement, on en a assez peu parlé, c'était aussi une possibilité de discussion. C'est justement avec les IA, avec le no-code, le low-code, c'est aussi des choses qui vont potentiellement
faire bouger un certain nombre de lignes sur nos métiers, sur nos usages. Cette notion justement d'IA où on va vouloir avoir toutes les données, ben on va essayer de centraliser potentiellement pas mal de choses. Potentiellement l'inverse, le fait d'avoir, je sais pas, du quantique dans ta montre, ça va potentiellement révolutionner ce que tu vas pouvoir faire en local proprement, quoi. Aujourd'hui, je parie vraiment sur du web. Il y a de la partie data où forcément on est obligé de centraliser la data. Ça fait partie des éléments là. Pour autant, il peut être réparti tout autour du monde et pas simplement sur un seul serveur, quoi. Donc ça peut être réparti sur plusieurs machines. L'IoT, c'est ça. On peut avoir du maillage, du chaînage, quoi. Donc, perso, ma conviction, c'est le web. C'est vraiment ce qui porte et ce qui est pérenne pour l'instant. Dans quelques années, je suis incapable de le dire. Dans quelques années, je suis incapable de le dire. Ce sera... Mais quand je parle de quelques années, on parle de 5-10 ans, quoi. On a un peu le temps, quoi. Et d'ailleurs, sur ces notions de no-code et low-code, est-ce que ça va prendre Enfin, je fais un petit peu peut-être du coding, mais est-ce qu'on n'arrive pas à une situation où, un peu comme une cellule, on va arriver avec une division où une partie des projets qui se feront en code seront beaucoup moins spécialisés, j'ai envie de dire, ce sera plus accessible, et puis l'autre partie de tout ce qui se fait, enfin, je veux dire au niveau de la data, de l'intelligence artificielle, sera au contraire très spécialisé. Moi, j'ai un avis qui est très personnel, que je n'ai pas beaucoup échangé avec les gens, mais je pense qu'effectivement, le no-code, ça va révolutionner. Ce que tu dis sur cet aspect petite cellule, en fait, on le retrouve déjà avec des prototypages, des gens qui vont assez vite et qui vont potentiellement faire pour démontrer la capacité à réaliser un produit, diminuer la qualité du logiciel, utiliser un truc tout fait qui répond peut-être pas à 100% du problématique. Et en fait, l'aspect du no-code, low-code, on a un petit peu ça aussi, où en fait, on va avoir des contraintes qui vont être données par notre contexte. L'autre problématique du no-code, low-code, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, c'est encore hyper complexe, quoi. Si on veut avoir une appli performante sur apps de Microsoft, là, je ne sais plus comment il s'appelle, en fait, il faut être méchamment technique, quoi. Il faut vraiment avoir des bases de traitement de données et de logique logicielle qui est assez poussée, quoi. Si on veut faire une appli toute simple, un formulaire où on récupère des datas, pas de problème, c'est quasiment à la portée de tout le monde, quoi. Et du coup, ma position, pourquoi je disais qu'elle était très personnelle, c'est que je pense qu'un petit peu comme le réseau, si on veut vraiment faire du réseau bien comme il faut aujourd'hui, on va se retrouver soit chez les opérateurs réseau, soit chez les clouders. On va effectivement faire du réseau au sein des sociétés, mais on va retrouver ça un petit peu chez les devs, un petit peu chez les DevOps, et effectivement, on va avoir une espèce d'exploit admin dans les boîtes. Et je dis ça, c'est dans des petites boîtes, hein, si on trouve des Sanofi, des trucs comme ça, forcément, même dans l'industriel, on a des réseaux cloisonnés, il y a de quoi faire. Pour autant, si vraiment on veut bosser sur des trucs calés et pousser le réseau jusqu'au bout du bout, en fait, il faut plutôt aller chez les opérateurs et chez le cloud dev. Et je pense que le dev, ça va être un petit peu pareil. Si on est vraiment un fan de la tech, je pense qu'à terme, il faudra aller vers des sociétés de services qui proposent les services de no-code, low-code. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, la concurrence est rude, il n'y en a aucun qui s'est vraiment démarqué de mon point de vue. Donc du coup, il n'y a pas eu encore cette transition vers le no-code de mon point de vue. Mais du coup, les devs vont devenir plus PO ou les PO plus devs, j'en sais rien, pour avoir un profil qui sera hybride et de l'évolution des métiers, on ne sait pas de quoi va être fait demain. Hugo, Michael, je propose si vous voulez revenir sur ce que vient de dire Mathieu, c'est ça? Oui. Une dernière petite intervention, après on va passer à la prochaine table ronde. Et n'hésitez pas à venir poser des questions, vous serez encore présents, je suppose, à l'événement un petit peu. Donc voilà. Ça va être compliqué on va essayer de conserver le temps, mais juste dire que, tu l'as bien dit, il y a des cycles. Et d'ailleurs, tu disais le web, mais en fait le web il peut changer aussi de forme, parce qu'il y a quelques années on faisait du web, on faisait du JNLP, on faisait du JavaFX, on faisait des choses comme ça, donc le web déjà il a changé, hein, Flash, etc. Donc
je ne serais même pas capable de dire que oui, moi je parierais aujourd'hui sur le web parce que je parie sur un monde de plus en plus décentralisé, mais quelle forme il aura le web, c'est un peu plus compliqué de le dire. Il y a un côté beaucoup plus modulaire. En fait, on fait que de changer de niveau d'abstraction depuis des années et des années, on fait que de changer de niveau d'abstraction. La plupart des services qu'on construit aujourd'hui, on assemble des choses. On assemble un service qui fait de l'envoi de SMS d'un côté, un service qui fait tel autre, etc. On commence à avoir des API maintenant pour faire je pense à tout ce qui est IA générative. On a des API maintenant sur étagère qui nous permettent de le faire. Et de plus en plus, on a des services évolués qui arrivent en SaaS. Donc l'informatique, elle va, à mon sens, de plus en plus passer à un niveau d'abstraction supplémentaire. De toute façon, c'est l'évolution qu'on a depuis des années. Et il va falloir être assez polyvalent et beaucoup plus orienté valeur utilisateur. Là où je pense qu'il y a quelques années, on réfléchissait beaucoup en termes de tech. Comment est-ce que je fais pour mettre en place un USB, un machin, un bidule. Maintenant, on va réfléchir beaucoup plus en termes de qu'est-ce que je produis en fait, à quoi ça sert. Et c'est pas plus mal en fait. Voilà. Merci à vous trois, merci à tous d'avoir écouté cette table ronde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Si vous voulez participer à la deuxième table ronde, c'est dans 5 minutes. Voilà. Merci. Merci.